Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais expérimenter un format de vidéo un petit peu différent en attendant la prochaine vidéo du format habituel. Parce que pour une fois, je vais vous parler d'un film plus ou moins d'actualité. Donc l'idée ça va être que je vous donne mes pistes d'analyse, tout en essayant de ne pas trop vous raconter l'histoire pour que vous puissiez aller découvrir le film en gardant en tête ce que je vous ai dit. Enfin ou pas d'ailleurs. Le film dont je vais vous parler a été réalisé en 2018, mais il sort aujourd'hui en France en exclusivité sur Shadows. Et là, je ne vais pas pouvoir vous cacher plus longtemps que cette vidéo fait l'objet d'un partenariat avec Shadows. En fait, la plateforme m'a donné accès à leurs nouveautés de février, et quand j'ai découvert le film dont je vais vous parler, j'ai trouvé très intéressant et rafraîchissant, avec de très bonnes idées de mise en scène, et essentiellement des personnages féminins forts. Donc j'ai eu envie de vous en parler, et je me suis dit que ce serait intéressant de le faire dans une vidéo à mi-chemin entre la présentation d'une pépite méconnue qui sort exclusivement sur Shadows, et une vidéo d'analyse de personnages comme je l'ai fait d'habitude. Tout ça en espérant que ça vous donne envie de le voir, parce que je pense qu'il peut plaire à un grand nombre d'entre vous. Pour rappel, vous pouvez donc le voir à partir d'aujourd'hui sur Shadows, qui est une plateforme de streaming 100% film de genre, créée par des passionnés, et dont le catalogue s'étoffe tous les mois avec des grands classiques comme des pépites méconnues. Le lien est dans la description, et l'abonnement est à 4,99€ par mois sans engagement. Trêve de bavardage, le film dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle What Keeps You Alive. Il a été écrit et réalisé par Colin Minihan, et il raconte l'histoire de Jackie et Julie, deux femmes qui partent se faire un week-end peinard à la campagne pour célébrer leur premier anniversaire de mariage dans la maison d'enfance de Jackie. Sauf que la pauvre Julie ne va pas tarder à s'apercevoir que sa chère et tendre, qu'elle croyait si bien connaître, l'a en fait amenée ici pour lui régler son compte. Et qu'en plus, elle se révèle être une remarquable chasseuse dont elle va devenir le gibier. Holy shit. Effectivement, le film va se dérouler comme une partie de chasse et les personnages vont être associés à des animaux, des prédateurs pour Jackie et des proies pour Julie. Mais contrairement à ce que j'expliquais dans ma vidéo sur le silence des agneaux, ici les parallèles constants avec des animaux ne sont pas faits pour replacer les humains au centre d'un règne animal équilibré. Ici, les animaux sont utilisés comme des symboles. En voyant cette métaphore du prédateur et du gibier tant soulignée par des personnages humains, il m'est revenu en tête cette phrase de Léon Tolstoï qui disait que de l'assassinat d'un animal à celui d'un homme, il n'y a qu'un pas. Par cette phrase, Tolstoï sous-entend que l'acte de mise à mort, que la victime soit un animal ou une personne, revêt le même sens contraire à la morale, et que donc si on est capable de faire l'un, on est davantage susceptible de faire l'autre parce qu'on est capable de cruauté. Eh bien, What Keeps You Alive va faire le même postulat de départ, et à partir de là, on va étudier comment le symbole des animaux va servir à définir le sens moral des personnages. On va commencer par voir comment le film nous propose, et propose à ses personnages, une sorte de retour à l'état de nature. Pour rappel, ce qu'on appelle généralement l'état de nature, c'est un stade théorique de l'humanité avant qu'elle ne soit régie par la société et la politique. Différents philosophes ont pensé différentes versions de ce concept, comme par exemple Hobbes qui considérait que les humains avaient naturellement tendance à se nuire les uns aux autres et devenaient, à l'état de nature, des prédateurs pour leur propre espèce. D'où sa célèbre citation du Léviathan « L'homme est un loup pour l'homme ». Effectivement, ici c'est plutôt vers cette vision des choses que le film propose d'aller, en tout cas dans un premier temps. On va donc étudier comment la mise en scène décrit ce retour à l'état de nature. Déjà, l'introduction formule cette idée en 2 temps 3 mouvements. Le deuxième plan du film, qui est le premier où les personnages apparaissent, est scindé en deux. À droite, le chemin civilisé de la route goudronnée aux arbres taillés, dont Jackie et Julie viennent, et à gauche, le chemin plus naturel de la route de terre qui s'enfonce dans la forêt et dont les arbres cachent le ciel. En une image, on voit d'où les personnages viennent, d'un état civilisé, et vers où ils vont. Un milieu avec d'autres codes où ils ne pourront plus compter sur les mêmes lois. Et justement, on va les observer dans ce milieu. Par exemple, pas mal de séquences sont ponctuées par des plans larges qui montrent, dans le silence de la forêt, Julie ou Jackie isolées au centre avec les arbres en toile de fond, comme pour les observer dans cet environnement naturel et interroger leur statut au sein de ce milieu. On observe aussi, tout au long du film, des plans qui nous font adopter un point de vue animal sur l'action. Entre top shot et contre-plongée extrême, on navigue entre le point de vue des oiseaux ou celui des insectes, les deux servant à prendre du recul afin de recontextualiser l'action dans le cadre de la nature sauvage. Dans cette nature et dans ces points de vue, on pourrait dire grossièrement qu'il y a des dominants et des dominés. En tout cas, il y a une loi du plus fort. Et cette loi du plus fort, elle va être interrogée, transformée et retournée plusieurs fois au cours de l'histoire, mais en tout cas au départ, elle est représentée assez clairement par certains axes de caméra. Alors attention petit spoiler, mais je pense notamment au moment où Jackie essaye de tuer Julie pour la première fois.
Désolée pour les petits détails du spoiler que je vais développer, mais je suis bien obligée d'en faire quand même un minimum, et ça en l'occurrence c'est vraiment l'élément déclencheur du film, donc ça arrive très vite, c'est pas un très gros spoiler. Bref, donc Jackie pousse en toute détente sa femme dans un précipice, et pour vérifier si elle lui a bien réglé son compte, elle va se pencher au bord du ravin pour voir le corps. Comme pour les plans dont je parlais précédemment, Jackie et Julie vont être ici représentés au centre d'un plan large pour saisir le symbole qu'elles évoquent dans ce paysage. La forte contre-plongée sur Jackie opposée à la forte plongée sur Julie, c'est un peu le haut de la chaîne alimentaire qui contemple le bas. Alors justement, maintenant on va détailler les manières que la mise en scène a d'ériger Jackie en prédatrice et de caractériser Julie comme une proie. Bon après vous le verrez si vous regardez le film, mais ces codes sont établis dans la première partie pour être mieux déjoués par la suite. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction, même s'il y a pas mal de parallèles tentants à faire avec Le Silence des Agneaux, je trouve ça surtout intéressant de noter les différences majeures dans l'intention d'associer des personnages à des animaux. Dans Le Silence des Agneaux, rappelez-vous, les animaux ne sont pas simplement évoqués, ils sont omniprésents à l'écran et à travers plein d'espèces différentes. L'idée, selon moi, était de détruire la hiérarchie entre humains et animaux pour tous les replacer sur un même spectre. Ici, au contraire, on voit assez peu d'animaux à l'écran, car leur image et leurs symboles sont utilisés avec parcimonie pour être superposés aux personnages comme des animaux totems et qu'on leur attribue leurs caractéristiques. Rappelez-vous que pour Hobbes, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Voyons donc ici comment la femme est représentée comme une louve pour la femme, même si ce sont d'autres animaux qui vont être utilisés comme symbole. Dans la première séquence, on découvre rapidement un élément qui va revenir un petit peu tout au long du film. 2 trophées de chasse qui viennent enlaidir les murs du salon, la tête d'un ours et celle d'un cerf. Vous l'aurez compris, l'idée est d'annoncer que l'une des 2 femmes va être une prédatrice et l'autre son gibier. Déjà, le premier soir du week-end, Jackie a la bonne idée de porter un t-shirt avec une tête de tigre, histoire de dire dans quel camp elle se trouve. On a aussi un plan où elle est à l'affût, à la recherche de sa victime, et où elle est filmée derrière une rambarde floutée avec un regard caméra. Personnellement, ça me rappelle beaucoup des photos ou des reportages animaliers qui représentent des grands félins tapis dans les hautes herbes qui s'apprêtent à attaquer leur proie. Vous l'aurez compris, Julie va être associée au cerf. Il y a 3 moments dans le film où on va voir l'une des 2 femmes courir dans la forêt, chaque scène étant filmée de manière relativement semblable, mais avec des intentions très différentes. Et là, ce sont les 2 premières occurrences qui m'intéressent. Une première fois, on voit Julie qui fait un jogging. L'action pourrait être anodine, sauf que le montage nerveux et l'assemblage des plans serrés sur des parties de son corps déconstruisent l'harmonie du mouvement et donnent l'illusion d'une fuite. Une scène qui me rappelle encore une fois l'ouverture du Silence des Agneaux, mais avec un propos très différent. Bref, avant même qu'elle devienne une proie, on nous fait déjà sentir que c'est ce qui risque de lui arriver. Plus tard, il y a de nouveau une séquence semblable qui survient cette fois juste après que Jackie ait poussé Julie dans le ravin et que celle-ci essaye de fuir. Cette fois-ci, le cerf n'est plus une simple proie potentielle en train de se balader dans la forêt, il est un animal blessé et traqué par un prédateur. Et pour ce qui est de la 3e scène qui conclut ce triptyque, je l'évoquerai plus tard. En attendant, on a aussi un montage alterné qui est très explicite dans sa manière d'associer Julie au cerf, ou en l'occurrence au chevreuil, dans le viseur de Jackie. Plus subtil en revanche, ce moment où Julie rend visite à des voisins et se retrouve un instant seule dans leur salon. Dans ce cadre large, dont on peut admirer l'équilibre et les lignes qui le composent, Julie vient se placer juste en dessous d'un lustre en bois de serre, encore une fois annonciateur du rôle qu'elle va jouer. Alors finalement, cette manière d'utiliser des symboles et des animaux totems, c'est pour quoi faire. Comme je vous le disais au début, mon idée c'est de montrer comment l'imagerie des animaux sert de compas moral aux personnages. Et pour l'instant, je vous ai parlé des animaux auxquels le scénario associe les personnages, ceux dont ils vont jouer le rôle. Mais maintenant, il est temps de s'intéresser aux animaux que les personnages voudraient être. Parce qu'au-delà des rôles que leur attribue l'histoire, les personnages, et en l'occurrence surtout Julie, ont leur propre idée sur leur choix d'animal totem. Toute la question est de savoir si elles réussiront à agir comme l'animal qu'elles admirent, ou si elles resteront cantonnées au rôle de l'animal auquel elles sont associées. Bon alors pour rendre ça concret, en fait on a une scène de flashback, et d'ailleurs j'en profite pour dire que vraiment les flashbacks en noir et blanc comme ça devrait être interdit maintenant, mais donc dans ce flashback, Julie s'amuse à imiter le corbeau, et on voit qu'elle porte un tatouage représentant un corbeau. Yeah. A seagull. God, I'm a crow. How did you not know? Au fil de la discussion, Jackie dit que elle s'identifie plutôt à un pigargue à tête blanche. Well, I'm a bald eagle. Are you scared? Autrement dit, un rapace bien plus dangereux que le corbeau. En revanche, Julie dit que le corbeau est l'oiseau le plus malin du règne animal. Donc d'un côté, on a l'ours et le cerf, 2 animaux terrestres auxquels les 2 femmes sont de facto associées,
et de l'autre côté, le corbeau et le pigargue à tête blanche, deux oiseaux auxquels les deux jeunes femmes décident de s'identifier. En fait, ça c'est important parce que Julie va essayer de passer du statut de cerf, autrement dit la proie, à celui de corbeau, c'est-à-dire un animal particulièrement malin. Smartest bird in the wild. Je vais y revenir à la fin, mais en tout cas c'est principalement là qu'on voit que le symbole des animaux totems va définir les actions des personnages. Avant ça, je voudrais vous faire remarquer qu'on a 3 plans séquences qui scandent le film. Un au début, un au milieu et un vers la fin. Les 3 plans séquences se passent dans la maison et globalement, à peu de choses près, dans les mêmes pièces. Le premier, c'est lorsque les deux femmes arrivent dans la maison au début du week-end et que Julie visite les lieux. On se balade à travers les pièces avec elle, on prend nos marques dans ce nouvel environnement qui sera le théâtre de plusieurs scènes plus ou moins sympathiques par la suite. Dans le deuxième, on revisite à peu près le même environnement, mais cette fois-ci en connaissant les véritables intentions de Jackie. Je ne vous raconte pas ce qui se passe dans ce plan séquence pour ne pas vous le spoiler, mais guettez-le lorsque vous regarderez le film. Enfin, le troisième nous fait repasser encore une fois par les mêmes endroits, mais cette fois-ci en filmant le plafond, de manière à ce qu'on suive grâce au son et au mouvement de la caméra une action qui se déroule à l'étage. Ces plans séquences utilisent tous de manière stratégique le placement des deux trophées d'animaux dans le cadre, et ils définissent ou redéfinissent chacun le statut de proie ou de prédatrice des deux femmes. Et la caméra qui ne coupe pas, ça permet de saisir ces moments décisifs de manière brute, comme se déroule une chasse dans la nature. Ça confère un naturel qui permet de continuer à évoquer l'état de nature, même lorsque l'action se passe dans la maison. C'est là qu'on voit que toute la structure du film est pensée en 3 temps, parce qu'on a donc ces 3 plans séquences qui interviennent à des moments décisifs dans le film, et on a aussi les 3 scènes de course dans la forêt que j'évoquais un petit peu plus tôt. La troisième étape de ces scènes de course, je vais pas vous la raconter exactement parce que ce serait trop vous révéler le reste de l'histoire, mais lorsque vous la verrez en regardant le film, si vous le voyez, pensez à quel personnage apparaît dans le cadre, à quel animal ça l'associe, et donc aussi à quel rôle ça l'associe. Est-ce que c'est dans la continuité de ce qu'on a déjà dit, ou est-ce qu'au contraire ça va retourner les codes, si oui, pourquoi? Et en tout cas moi je vais parler de mes interprétations dans la suite. Selon moi, l'idée c'est qu'à un moment précis du film, Julie se rend compte qu'elle est un cerf, et elle se rappelle qu'elle veut être un corbeau. Essayez de garder ça en tête si jamais vous regardez le film, parce que à ce moment précis, il y a de grandes chances pour que vous trouviez tout d'un coup l'écriture du personnage incohérente, et que vous vous disiez « Non, à ce moment-là, c'est pas possible que ce personnage agisse de cette manière ». En tout cas, moi, c'était ma première impression au moment de voir le film, et en fait, avec cette lecture, cette action, et le reste de ces actions, a en fait beaucoup plus de sens, je trouve. En tout cas, je pense que le propos de fond du film, c'est que même à l'état de nature, on n'est pas forcément soumis au rôle de proie et de prédateur, ou en tout cas que ces rôles ne sont pas immuables. Alors pour conclure, je regrette un petit peu de pas vous parler de la fin du film, parce que la dernière séquence, je la trouve vraiment géniale, et c'est celle qui m'a donné envie de parler du film lorsque j'ai vu. Mais en même temps, c'est mon choix de pas trop vous le spoiler, parce que je trouve ça intéressant de vous voir aller découvrir le film, vous laisser surprendre par la fin, et éventuellement me faire des retours sur vos propres interprétations dans les commentaires. En ce qui concerne mon interprétation personnelle de la scène, c'est dans la continuité de toutes les clés de lecture que je viens de vous donner, donc y a pas de mystère non plus. Pour revenir brièvement à Hobbes, je pense que le film dit que même à l'état de nature, l'homme n'est un loup pour l'homme que si tout le monde joue selon la loi du plus fort, mais qu'en fait, celui qui pense comme ça est avant tout un loup pour lui-même. En tout cas, ce que je peux vous dire au sujet de la fin sans trop vous la spoiler, c'est que le tout dernier plan du film est le même, à très peu de choses près, que le tout premier plan du film. Et il y a une volonté très claire de boucler la boucle. Dans ce genre de situation, c'est toujours intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'on termine là où on a commencé, qu'est-ce que ça veut dire, et surtout, qu'est-ce qui a changé entre les deux? Qu'est-ce qui fait que visuellement ces deux plans sont identiques, mais que dans leurs propos ils sont différents, parce qu'entre-temps il y a eu tout le film. Voilà, maintenant je vais vous laisser vous poser toutes ces questions et faire le boulot à ma place en allant voir le film. Pour résumer ce que j'ai dit, What Keeps You Alive, c'est un film qui interroge la morale humaine lorsque des personnes se retrouvent plongées dans l'état de nature et non plus que le modèle des animaux pour se guider. J'avais commencé par la citation de Tolstoï qui dit que de l'assassinat d'un animal à celui d'un homme il n'y a qu'un pas, et c'est exactement l'idée qu'illustre le personnage de Jackie, tandis que le personnage de Julie sera notre fil rouge pour essayer de voir si, à l'état de nature, on peut encore être déterminé par nos choix, parce qu'on veut être, plutôt que par la règle selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme. N'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas moi j'espère avoir trouvé le bon équilibre entre analyse relativement complète et pas trop de spoilers, parce que l'idée c'est vraiment de vous donner envie d'aller découvrir ce film, donc je rappelle qu'il sort aujourd'hui en exclusivité sur Shadows, parce que je trouve qu'il vaut le détour. À part ça, je vous retrouve bientôt pour une analyse classique, comme j'en fais d'habitude, sur un film pas d'actualité du tout. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux pour ne pas la manquer, et puis aussi parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, à très vite.